Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, notamment à Mathieu Del Rio, évidemment, que je côtoie régulièrement parce qu'on travaille dans la même ville. Je trouve vraiment très riche, c'est ma première participation à ce congrès, très riche toutes ces thématiques et puis ces échanges ORL audioprothésiste, peut-être qui manquent un peu des fois dans la pratique. Donc c'est un peu comme ça qu'on a construit le cours en binôme. Moi je fais une première partie, donc c'est autour des sûretés de transmission et notamment de l'appareillage par voie osseuse. Je fais une première partie un peu ORL pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'ORL et dans son cabinet ou dans le bloc opératoire. Et puis Mathieu enchaînera sur la partie vraiment plus technique de l'appareillage. Donc la thématique qui se prolonge bien ce qu'on vient de voir, c'est les sûretés de transmission, notamment les sûretés de transmission à tympan normal et le cas particulier de l'autospongiose. Alors nous, quand on se retrouve face à une sûreté de transmission en tant qu'ORL, on a finalement deux situations cliniques où le tympan est pathologique, et là en général assez rapidement, ne serait-ce qu'à l'autoscopie, on a le diagnostic, avec, ça a été très bien expliqué, avec des belles iconographies dans la présentation juste avant, des cas où l'otite chronique est non cholestéatomateuse, et puis des cas où il y a un cholestéatome. Donc là, la priorité pour l'ORL, c'est d'enlever la lésion. Finalement, l'audition, pour nous, passe presque en second plan, alors que dans la tête du patient, souvent, il venait pour un problème auditif. Et nous, on voit qu'il a un cholestéatome, et notre priorité devient le débarrasser de ce cholestéatome, évidemment en préservant autant que faire se peut son audition, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, si j'ose dire. La priorité absolue, c'est enlever le cholestéatome. Et puis, il y a des cas où on a une surdité de transmission, mais le tympan est normal. Donc, en règle, c'est des anomalies ou purement ossiculaires, c'est le cas de l'autospongiose, ou d'autres fixations d'osselets comme la fixation du marteau ou la fixation platinaire congénitale, qui ressemble beaucoup à une autospongiose, mais sans le foyer autospongieux, des malformations ossiculaires ou des fractures, par exemple. Et puis, il y a un cas un peu particulier, qui sont les pathologies d'oreille interne, qui peuvent donner on appelle ça des fois des fausses surdités de transmission. C'est en fait des surdités de transmission authentiques qui sont en général assez modérées, plutôt sur les basses fréquences. Le mécanisme, c'est que dès qu'on a une anomalie, notamment de la pression des liquides dans l'oreille interne, mais évidemment quand l'étrier va essayer de faire bouger ces liquides, il va être contraint par ces anomalies pressionnelles, et donc tout se passe comme si on empêchait un peu l'étrier de bouger, et donc ça se traduit par une surdité de transmission. La vraie barrière anatomique entre surdité de perception et surdité de transmission, c'est pas la fenêtre ovale, c'est pas l'entrée de l'oreille interne, c'est vraiment la membrane basilaire. S'il y a des anomalies de la fluidique de l'oreille interne, ça peut entraîner une surdité de transmission, bien que anatomiquement, ça soit dans le compartiment oreille interne. Donc pour nous, ça peut être un peu un piège diagnostique. Alors le cholestéatome, ça a été abordé. En général, tout commence par une anomalie de la trompe d'Eustache et un défaut de ventilation dans la caisse du tympan, et donc le tympan se rétracte avec la couche épidermique du tympan qui normalement est évacuée naturellement dans le cérumen, qui va avoir tendance à s'accumuler dans cette poche et dans ce cul-de-sac. Et puis si on laisse les choses évoluer, la situation ne va faire qu'empirer. Tant qu'on ne l'a pas enlevé, ça ne fera que grossir, ça on en est sûr. Et le cholestéatome va petit à petit grossir et avoir un effet un petit peu corrosif sur toutes les structures qui sont autour et entraîner notamment des lyses ossiculaires, et puis dans les cas les plus extrêmes, s'approcher dangereusement de la méninge avec les risques de complications infectieuses, s'approcher du nerf facial par exemple avec les risques de paralysie faciale. Donc c'est une situation vraiment où l'exérèse est prioritaire. Alors vous verrez peut-être passer dans les comptes rendus des termes qui des fois ne sont pas forcément très limpides pour vous, donc je voulais commenter un petit peu ça. Il y a deux grandes techniques chirurgicales pour enlever un cholestéatome, ou la technique fermée ou la technique ouverte. La majeure partie des cas en France sont opérés plutôt en technique fermée, qui sont des techniques conservatrices, mais qui nécessitent une surveillance rapprochée et en général par une imagerie régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas de reliquat. Alors la technique fermée, le principe, donc le cholestéatome, c'est quand on a finalement de la peau du tympan qui s'est coincée dans les cavités de l'oreille moyenne. Et la technique fermée, on va enlever le cholestéatome, mais en gardant une anatomie de l'oreille normale, et notamment en gardant le mur postérieur du conduit auditif interne. Donc on garde finalement deux pièces, la caisse du tympan et la mastoïde, séparées par une cloison. Donc on peut accéder au cholestéatome par le conduit, chirurgicalement. On va fraiser la mastoïde pour accéder au cholestéatome par l'arrière, par la mastoïde, mais par contre on ne touchera pas à la paroi postérieure du conduit auditif. Donc pour vous, anatomiquement, ça va rester une oreille très proche de la normale. En vue chirurgicale, ça donne quelque chose comme ça. On a donc le compartiment avec le tympan et la caisse du tympan, et puis le fraisage qui a été fait pour accéder par l'arrière, mais on a bien la cloison
entre les deux. Évidemment, la limite de ces techniques, c'est que certaines zones restent difficiles d'accès parce que le conduit nous gêne en fait pour voir. Et donc on va être contraint de surveiller de près ces patients parce qu'on peut très bien laisser un petit bout de cholestéatome. Il suffit de quelques petites cellules, même pas visibles au microscope, pour que quelques années après, il y ait un reliquat qui se mette à repousser dans la cavité. Alors l'autre façon de traiter les cholestéatomes, ce qu'on appelle la technique ouverte, alors c'est plus adapté sur des petites mastoïdes. Là vous voyez, si on avait voulu passer par l'arrière, c'est quand même pas évident parce qu'il y a très très peu d'espace. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier la paroi postérieure du conduit et finalement transformer la cavité en une espèce de grande cavité unique. On abat les cloisons et on transforme l'oreille en une espèce de grande pièce unique. Et en fait, on va laisser la peau coloniser toute la surface. Une espèce de cholestéatome contrôlé, en quelque sorte, la technique ouverte. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus se piéger dans des recoins parce qu'il n'y a plus de recoins. On fait une grande pièce unique. Donc ça, c'est une technique ouverte. Et donc, on va avoir une cavité plus ou moins large. Évidemment, plus la cavité d'origine était large et plus la technique est difficile à faire parce qu'on se retrouve vraiment avec des grosses ouvertures. Alors là, la contrainte de ça, et ce qui souvent est l'occasion de difficultés à la fois pour l'ORL et pour l'audioprothésiste, c'est qu'on ne peut pas laisser une grande cavité comme ça ventilée par un tout petit trou d'oreille. C'est comme si vous aviez une grande pièce à ventiler par une toute petite fenêtre. Donc on est obligé de faire une méatoplastie ou une méatoconchoplastie, c'est-à-dire chirurgicalement agrandir le trou de l'oreille pour que l'air passe bien. Et là on va rentrer en conflit, exactement ce qui a été souligné avant, en conflit entre si on a envie d'appareiller cette oreille, il faut l'obturer en moins minimum ou mettre quelque chose dedans, alors que nous, volontairement, chirurgicalement, on a ouvert pour que ça se ventile. Et donc forcément, chez certains patients, ça ne se passe pas très bien en termes de tolérance de l'appareillage. Alors chirurgicalement, là il n'y a plus de conduit. La seule chose qui reste, c'est le nerf facial qui traverse l'oreille et puis on se retrouve avec une grande cavité unique où tout est laissé finalement comme un petit peu à ciel ouvert. Et là, s'il y a un petit peu de peau qui se met à repousser quelque part, en consultation, vu que le trou de l'oreille est grand, en fait on voit toute l'oreille et toutes les cavités en consultation. Donc on peut juste aspirer comme ça et on a un entretien régulier. Ce qui est difficile à prévoir, c'est un peu la stabilité de cette cavité. Il y a des patients qui très vite vont avoir une belle épidermisation bien lisse, qui ne pose pas de problème, avec une oreille qui est sèche et qui ne coule pas. Et puis d'autres, on est obligé de les revoir tous les 6 mois, nettoyer, on garde une oreille qui est un petit peu instable. Évidemment, ces techniques sont radicales dans le sens où on évite toutes les complications graves du cholestéatome à l'avenir, mais elles sont contraignantes en termes d'entretien de la cavité et puis en termes de qualité auditive, évidemment, qui souvent n'est pas optimale avec ces techniques. Alors il y a des techniques un peu intermédiaires, c'est-à-dire qu'on peut, ou en un temps ou plus tard, refermer une technique ouverte. Donc on a détruit le conduit, mais finalement pour X raisons, notamment la mauvaise tolérance à long terme, on va reconstruire le conduit. Donc on remet un cartilage qui sert de mur de conduit, et puis on peut combler, alors il y a pas mal de biomatériaux qui existent maintenant, comme ces bio-verts là, qui ressemblent un petit peu à du granité un petit peu, et on peut remplir la cavité pour justement... On a pu bénéficier de l'avantage de la technique ouverte chirurgicale pour accéder à tout, et on referme pour éviter l'inconvénient d'avoir une grande cavité ouverte. Donc otoscopiquement, ça donne des conduits reconstruits comme ça, et puis sur le scanner, on voit très bien la zone qui avait été ouverte et qui a été recomblée avec du matériel de comblement. Alors sur le plan otoscopique, vous connaissez très bien ces patients qui ont des gros conduits, des grosses cavités, et ces techniques ouvertes qui sont difficiles à appareiller. Alors, quelle que soit l'origine, que ça soit tympan normal, tympan pas normal, quand il y a des problèmes ossiculaires, on peut faire des gestes de reconstruction qu'on appelle ossiculoplastie, dont le but est de refaire un contact entre le tympan et les liquides de l'oreille interne. Toujours un peu le principe, après ça dépend où se situe l'anomalie, et on l'a vu dans la présentation d'avant, c'est parfois associé à un geste de tympanoplastie. Donc je ne parlerai pas de la tympanoplastie en type 1 qui vient d'être abordée, où il n'y a pas de geste ossiculaire, et vous avez sûrement vu passer ces termes. On a 2 grands types de tympanoplastie. Les tympanoplasties en type 2, c'est-à-dire qu'il y a encore un étrier normal et on vient interposer quelque chose, alors, ou une prothèse ou du matériel autologue, entre le tympan et l'étrier. Et la tympanoplastie en type 3, où il n'y a plus d'étrier, on n'a plus que la platine, et on vient interposer de la même façon une prothèse entre le tympan et la platine. Donc ça, c'est les deux grands types d'autoplastie. Il y a un cas un petit peu à part, c'est le cas de l'autospongiose, où là,
on va mettre une prothèse, mais qui va directement être au contact des liquides de l'oreille interne. Donc c'est une grosse différence par rapport au cas précédent. En termes de risque chirurgical, on ouvre volontairement l'oreille interne. Il y a très peu de chirurgie d'oreille où on ouvre volontairement l'oreille interne, parce que de fait, on expose du coup le patient à des risques, des complications, notamment infectieuses, des vertiges, voire une baisse d'audition, qui heureusement sont rares, voire exceptionnelles, mais on sait qu'on prend ce risque chirurgical de manière beaucoup plus marquée lors des chirurgies d'autospongiose. Donc on fait ça quand la platine est fixée, donc la fenêtre ovale ne bouge plus du tout. On fait ça en général sur des oreilles qui par ailleurs sont saines, avec des tympans normaux, avec une ventilation normale et avec un reste de chaîne ossiculaire qui est normal. Donc voilà où peut se passer le problème. Donc typiquement, si vous avez les lésions les plus fréquentes, c'est par exemple ça, ce qu'on appelle une lisse de la branche descendante de l'enclume. Très souvent, les tympans rétractés viennent se coller contre l'articulation et finissent par l'éroder, un peu comme une carie. Moi, souvent, je dis ça aux patients, vous avez un peu comme une carie de l'osselet, et donc ça s'est érodé. Donc là, on a un étrier qui est intact, donc c'est une très bonne indication d'ossiculoplastie ou tympanoplastie, les deux termes sont utilisés, en type 2. Vous pouvez avoir des anomalies congénitales, comme une fixation de la tête du marteau. Alors ça, paradoxalement, on pourrait se dire, suffit d'enlever ce petit pont et ça va marcher. En fait, déjà, c'est très difficile d'accès. En général, si on essaie d'enlever ça, finalement, ça se réossifie. Donc ça, c'est aussi des indications de tympanoplastie, d'ossiculoplastie en type 2. C'est-à-dire qu'on va enlever l'enclume et on va interposer quelque chose entre le tympan et l'étrier. Parce qu'on ne peut pas forcément régler facilement ce problème de pont osseux. Voilà un exemple ici. Vous avez le signe classique qu'on appelle du cornet de glace, la tête du marteau et le corps de l'enclume. Et si on regarde ici, ce qui n'est pas normal, c'est que normalement, autour du marteau, vous n'avez que de l'air, vous n'avez que du noir. Il n'est pas censé y avoir un pont osseux comme ça qui fixe la tête du marteau. Donc ça, c'est souvent des anomalies congénitales de l'enfant, ou alors des séquelles d'otite chronique un peu sévères qui ont fini par ossifier le ligament suspenseur du marteau. Alors quand les lésions sont plus étendues, et notamment quand elles touchent l'étrier, dans ce cas-là, la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la platine, à condition qu'elle soit encore mobile. Et donc ça, c'est des indications de type 3. Donc en termes de technique chirurgicale, finalement, on peut mettre en place un peu ce qu'on veut entre l'osselet et le tympan. Il y a plusieurs techniques. Alors ce qui est très utilisé, notamment, c'est les prothèses dites partielles parce qu'il reste encore l'étrier, donc ce qu'on appelle souvent des PORP. Et on peut les positionner soit directement entre le tympan et l'étrier, nous c'est cette technique qu'on utilise en tout cas à Bordeaux, ou alors entre le manche du marteau et l'étrier, ce qui est une petite variante. Donc voilà la situation de départ. Vous avez un problème, un gap, parce qu'il n'y a plus d'enclume, l'étrier est sain, le tympan est sain, et donc on va interposer quelque chose, ici une prothèse, entre le tympan et l'étrier. Donc voilà une ossiculoplastie en type 2 avec une prothèse, donc PORP, c'est-à-dire une prothèse partielle, tympan, étrier. Il y a évidemment différentes marques, différents designs de prothèses, c'est toujours le même principe, avec différents matériaux utilisés. On peut aussi utiliser les osselets du patient si on les a, typiquement sur un accident de la route, l'enclume est basculée, on peut s'en servir pour la repositionner, ça peut être un exemple, ou sur une enclume qui a été lisée mais faiblement lisée, et donc nous on aime bien cette technique, utiliser l'osselet natif du patient, le retailler, vous allez voir juste après un exemple, et le positionner sur la tête de l'étrier, en soulevant le tympan, et on positionne cet osselet qui va en fait jouer exactement le même rôle qu'une prothèse. Donc voilà un exemple. Alors je ne sais pas s'il faut peut-être que je rappuie. Voilà. Donc ça c'est de l'artisanat de bloc opératoire. Hein. Donc ça c'est l'enclume du patient. On fait ça sous microscope pour bien voir. Vous voyez la longue apophyse de l'enclume ici. On la casse avec une petite pince tout simplement. Et ensuite, avec un moteur, une petite fraise diamantée de 2 ou 3 mm, on va modeler cette enclume. Donc vous allez voir, la vidéo elle prend quelques minutes. Alors c'est un peu long, hein, c'est un petit travail manuel, disons. Les chirurgiens adorent faire ça. Et ça a l'avantage d'utiliser l'osselet natif du patient. En général, c'est très bien supporté, très bien toléré. Et ça a l'avantage aussi économique, parce qu'une prothèse ossiculaire, ça coûte quand même dans les 300 €, et ça c'est gratuit. Donc, donc on lisse bien les surfaces. Vous voyez, on fait ça sous irrigation continue pour ne pas brûler l'os avec la fraise. Hein. Si vous n'irriguez pas l'os, ça devient très chaud en fait, hein, et ça tue les cellules osseuses qui sont à l'intérieur.
Ensuite, donc, il ne faut pas que ça soit trop massif. Si vous avez une prothèse ossiculaire qui est trop lourde, enfin une prothèse, un osselet comme ça retaillé qui est trop lourd, il va avoir tendance à basculer facilement dans l'oreille. Donc on essaie de l'alléger au maximum, et donc l'apophyse qui dépasse, on la fraise, pour pas que ça fasse un truc trop massif, trop volumineux dans l'oreille, et qui ait tendance, sur un choc, le risque de ces ossiculoplasties, c'est surtout ça, hein, qu'elle bascule, ou dans les premiers jours, voire dans les premières heures, voire dès la salle de réveil, parce que le patient éternue et puis la prothèse bascule. Ou alors sur un choc un peu violent, même quelques années après. Donc on essaie de les alléger au maximum. Ça, c'est la face qui sera au contact du tympan. Donc c'est pareil, on la lisse bien pour qu'il n'y ait pas d'aspérité, qu'elle ne dépasse pas. Et donc là, c'est la phase un tout petit peu plus délicate, c'est qu'il faut fraiser une toute petite mortaise pour la tête de l'étrier. Donc c'est une fraise de 0,8 ou 1 mm. Alors des fois, on n'a pas de chance et puis tout explose. Bon, donc là, on prend une prothèse synthétique. Hein. Des fois, si l'osselet n'est pas de très bonne qualité ou qu'on a un geste un peu maladroit, ça peut arriver. Et ensuite, donc, notre petit osselet qui a été retaillé, vous voyez, on le saisit avec une aspiration, on le positionne sur l'étrier qui est dessous. En général, on ne voit pas directement l'étrier une fois qu'il est posé, mais on sent cette espèce de ressort, là, que c'est bien posé sur l'étrier quand on sent que l'osselet vraiment appuie. Et on rabat le tympan, et voilà, c'est terminé pour l'ossiculoplastie, donc en type 2. On peut faire plus simple, hein, alors notamment quand les tympans sont très rétractés, on a vu des belles photos juste avant, des fois il n'y a quasiment pas la place de mettre un osselet ou une prothèse en fait, le tympan est quasiment déjà collé, donc dans ce cas-là on met juste du cartilage, voire un deuxième plateau cartilagineux, et en fait parfois ça marche très bien, ça souvent en chirurgie les choses plus c'est simple et plus ça marche, donc un cartilage directement posé sur l'étrier, en fait ça peut très bien transmettre le son, et il y a des gens qui ont un rhin quasiment complètement fermé avec ça, hein, sur des oreilles avec un tympan rétracté. Alors le type 3, c'est finalement un petit peu la même histoire. Les prothèses dans ce cas-là s'appellent TORP pour total au lieu de partiel. Donc c'est des prothèses évidemment légèrement plus longues qui vont directement entre le tympan et la platine. Donc c'est le même principe avec une prothèse de design différent et on fait directement tympan, fenêtre ovale. Ça marche en général un peu moins bien, il n'y a pas l'étrier, on s'appuie directement sur la platine, souvent c'est des problèmes de stabilité, et c'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare qu'on ait vraiment un résultat auditif parfait avec une prothèse comme ça en type 3, un risque de bascule aussi plus important. Voilà les prothèses commercialisées, en titane ici c'est une tête en hydroxyapatite avec un fût en téflon, et de la même façon on peut aussi utiliser une enclume, dans laquelle on taille une prothèse de forme un peu différente et qui va tout à fait remplacer la prothèse manquante. Alors l'autospongieuse a été abordée un petit peu ce matin, donc c'est un foyer en général très localisé au niveau du pied de l'étrier qu'on voit au scanner sous la forme d'une hypodensité. Ici on voit en avant de la branche antérieure de l'étrier. Dans les cas extrêmes, il peut y avoir une déminéralisation qui s'étend vraiment tout autour de la cochlée, ça c'est des autospongieuses avancées, qui très souvent s'accompagne de surdité sévère ou profonde. Donc tout ça, c'est le foyer autospongieux en fait. Et là, dans ces cas-là, en plus de la surdité de transmission par blocage de l'étrier, il y a aussi une sorte d'autotoxicité chronique du foyer autospongieux autour de la cochlée qui fait que le patient passe en surdité sévère ou profonde. Alors la chirurgie de l'autospongiose, c'est un acte chirurgical un peu délicat, un peu particulier, parce que je vous ai dit, on veut rendre service au patient, on veut qu'il entende mieux, mais il y a un risque qu'on lui abîme l'audition de manière définitive, donc l'enjeu est là, hein, c'est vraiment de la chirurgie purement fonctionnelle. Donc l'accès se fait généralement par voie du conduit, on a des repères anatomiques, on a le nerf facial, on a ici le pont de l'étrier qu'on voit par au-dessus, hein, avec l'arrivée de la branche longue de l'enclume, un tendon qui est le tendon du muscle stapédien, la corde du tympan qui en général est réclinée, et donc le principe de la chirurgie va être de retirer l'étrier, de faire un petit trou dans la platine par différentes techniques, nous on utilise un laser, et puis de mettre une prothèse en place entre l'enclume et le petit trou qu'on a fait, donc l'onde sonore va pouvoir de nouveau passer depuis l'enclume jusqu'au liquide de l'oreille interne. Donc sur le plan, je passe le scanner parce qu'on a vu des exemples, celui-là en plus n'est pas très net. Donc sur le plan chirurgical, une fois, là on a déjà soulevé le tympan, on voit en général le foyer d'autospongiose qui est un os très blanc, anormalement blanc et vascularisé. Ça c'est la corde du tympan, donc qui est une branche du nerf facial qui s'occupe du goût, d'où la fréquence des troubles du goût après cette chirurgie. On n'hésite pas à fraiser un peu comme vous avez vu pour bien voir, et on a deux repères anatomiques ici, la fenêtre ovale, la branche descendante de l'enclume, le tendon de l'étrier et le nerf facial qui est juste au-dessus. Donc on est dans des tout petits espaces,
Et on utilise un laser, vous voyez ici les impacts laser, pour couper le tendon, puis la branche postérieure de l'étrier. Donc on va se retrouver avec un étrier qui est attaché que par sa branche antérieure, mais qu'on ne peut pas voir. Et donc avec un instrument, un micro-crochet, on casse en fait la branche antérieure de l'étrier. Donc on va arracher la superstructure de l'étrier et ne laisser en place que la platine. Évidemment, ça marche que si la platine était fixée. Si vous êtes trompé de diagnostic et que la platine est mobile, vous arrachez tout. Donc on enlève les petits fragments d'étrier. Ça, c'est le piston qu'on vient ajuster pour voir si la longueur de recoupe est bonne, si on a la bonne hauteur, avant de ouvrir l'oreille interne. Donc c'est ça le temps vraiment délicat, parce que là, vous voyez, le liquide qui arrive, c'est le liquide périlymphatique. On ouvre la fenêtre vestibulaire, et donc on ne peut pas se permettre que ça dure des heures, que ça saigne, qu'on aspire, etc. Ce qui n'est pas le cas des autres ossiculoplasties, où on peut très bien s'y reprendre à plusieurs fois, il n'y a pas de risque auditif particulier. Ici, il faut, dans l'idéal, que ça se passe un peu du premier coup comme il faut, sinon on s'expose quand même à pas mal de soucis. Donc on fait le trou, et après, ça c'est un geste qu'on met longtemps à acquérir, à bien mettre le fût du piston dans le trou et clipper le piston sur l'enclume. Donc là, ça y est, on a rétabli l'effet columellaire entre l'enclume et les liquides de l'oreille interne. On pince le petit anneau pour bien serrer ça sur l'enclume, et on va voir, quand on fait bouger le marteau, on voit que tout bouge et ça fait bouger les liquides de l'oreille interne. Donc on a contourné le problème transmissionnel. Alors, quand vous êtes face au patient et dans la discussion avec lui, c'est vrai que la question principale, ça va être quel est le traitement choisir. Je me concentre sur le cas de l'autospongiose. Globalement, il y a 3 stratégies. Alors, il y en a une qui n'est pas vraiment un traitement, mais il faut garder en tête que c'est une pathologie qui n'est pas dangereuse. C'est pas comme un cholestéatome. C'est pronostic uniquement fonctionnel. Si le patient ne s'estime pas suffisamment gêné ou qu'il ne veut rien faire, évidemment, il n'y a évidemment aucun problème. On fait une simple surveillance. Après, le choix principal, ça sera entre appareillage et chirurgie. Les traitements médicaux, alors ça a été beaucoup prescrit à un moment, il n'y a pas de preuve dans la littérature d'une efficacité de ces traitements. C'est les traitements qui agissent sur le remodelage osseux notamment, comme les biphosphonates, etc. Nous, on n'en prescrit pas du tout, et il n'y a pas de preuve démontrée d'efficacité auditive de ces traitements. Évidemment, le choix il revient avant tout au patient et à la discussion que vous avez avec lui, en fonction des bénéfices, des contraintes et des risques des différentes solutions. La chirurgie, le problème, c'est que ça ne peut pas s'essayer par rapport à l'appareillage. Le patient peut essayer, dire si on est content ou pas. La chirurgie, si on y va, on y va, on ne reviendra pas en arrière. Et il y a quand même des contre-indications à savoir, notamment le parachutisme, la plongée sous-marine sont contre-indiqués à vie après une chirurgie d'autospongiose. Donc il y a certains patients que ça peut déranger. Et il y a les premières semaines après la chirurgie, il faut quand même respecter certaines précautions, comme ne pas prendre l'avion par exemple. Il y a des recommandations pour éviter toutes les variations de pression au niveau de l'oreille interne qui vient d'être ouverte. De toute façon, il y a souvent des patients qui disent « Ah oui, mais si je ne me fais pas opérer, ça va s'aggraver ». Dans tous les cas, il n'y a aucun traitement qui guérit l'autospongiose en fait. On contourne le problème mécanique de transmission. Mais le foyer d'autospongiose est toujours là et la maladie va de toute façon évoluer à son propre compte. Et qu'il y ait traitement ou pas, ça ne changera rien à l'évolution naturelle du foyer d'autospongiose en lui-même. Donc la discussion, déjà, est-ce qu'il faut traiter? On commence à parler de traitement évidemment globalement quand la perte dépasse 30 décibels. Quel est le RIN? Il y a des patients qui ont des formes d'autospongiose avec surtout une atteinte d'oreille interne, surtout une perception et un RIN pas très important. C'est sûr que ceux-là, on n'a pas vraiment envie de prendre le risque chirurgical si le problème majeur est perceptionnel. Et puis après, si le patient s'oriente vers un appareillage, quel appareillage en conduction aérienne? Si échec, est-ce qu'on passe à la conduction osseuse? C'est évidemment des options qui peuvent être très, très intéressantes. Et en termes de chirurgie, alors il y a quelques contre-indications complètes à la chirurgie, par exemple une malformation d'oreille interne associée. Et nous, alors très souvent, vous verrez, sur nos observations, on met ça clairement au patient, on lui dit écoutez, si on vous opère, c'est vraiment des chiffres à la louche, mais ça donne une idée. Dans 95% des cas, on vous améliore. 4% des cas, le résultat est un peu décevant, mais ce n'est pas une catastrophe. 1% des cas, il y a une complication qui peut aller jusqu'à des vertiges ou une cophose irréversible au niveau de votre oreille. Donc voilà, pour que les choses soient clairement posées, et que même si c'est rare, si c'est vous le 1%, pour vous c'est 100%. Donc la décision, elle doit se prendre en connaissance de cause. Un cas très particulier des autospongioses très sévères qu'on appelle FAO, Far Advanced Sclerosis, où là,
Dans tous les cas, si le patient n'a pas été opéré, on recommande une chirurgie première d'autospongiose avant de se diriger éventuellement vers un implant cochléaire, quand le patient est en bout d'appareillage, évidemment. C'est un cas un peu particulier, mais finalement assez rare. Alors c'est vrai que moi, au début, notamment quand j'étais interne dans le service, j'avais un peu cette vision où finalement il y avait un peu 2 circuits complètement isolés. C'est les patients où ils voulaient pas du tout entendre parler de chirurgie et ils se faisaient appareiller, alors sur la plupart en conduction aérienne et puis certains en conduction osseuse quand il y avait un échec, ou alors ils voulaient être opérés. Là, le chirurgien était très content et on commençait à discuter. En gros, les autres, vous ne voulez pas vous faire opérer, écoutez, la portez là et puis au revoir. Je pense qu'on a un peu évolué quand même dans cette approche. Cette barrière, elle a un peu sauté et on a pas mal de patients qui ont des parcours maintenant un peu plus variés. Alors des patients qui sont appareillés quelques années, parce que ça leur allait bien, parce qu'ils voulaient encore faire du parachute ou de la plongée, et qui reviennent vers nous en disant bon maintenant je veux plutôt être opéré. Certains d'ailleurs qui étaient en CA, certains qui étaient en CO. Des patients qui ont été opérés, ça marche très bien, et puis au bout de quelques années, la situation se dégrade et hop, ils ont besoin de switcher vers l'appareillage. Donc finalement, je trouve que cette discussion, que ce soit avec l'ORL et l'audioprothésiste, elle est plus riche qu'avant, et vraiment dans l'interaction avec le patient par rapport à peut-être ce qu'on avait tendance à penser un peu il y a encore quelques années avec cette dichotomie qui n'existe plus vraiment. Il y a des patients opérés d'un côté, appareillés de l'autre pendant quelques années, puis enfin voilà, toutes les combinaisons sont possibles, et je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse et l'intérêt de ce type de consultation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, docteur Bonnard, pour ce remarquable exposé très didactique sur la chirurgie de l'oreille moyenne et des solutés de transmission. Donc, il y a pas mal de questions, Damien. Donc je te livre comme ça, de but en blanc. Lors d'une ossiculoplastie, quel gain auditif peut-on espérer, docteur ? Alors, tout dépend un petit peu du terrain. Si c'est vraiment une anomalie, disons, ossiculaire pure, typiquement l'enfant qui tombe de cheval avec l'enclume qui se disjoint, tout le reste est normal. Si tout se passe bien, que l'osselet est bien en place ou la prothèse est bien en place, on a une fermeture complète d'urine. Les cas d'otite chronique, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il peut y avoir d'autres choses, le tympan est un peu épaissi, scléreux, l'oreille n'est pas bien ventilée, donc là on peut avoir des résultats un petit peu plus intermédiaires avec des fermetures partielles d'urine. Si par contre l'urine ne se ferme pas du tout, là il faut rechercher un problème mécanique, la bascule de la prothèse typiquement qui a pu tomber tout simplement. D'accord, donc il y a 2 questions qui rejoignent la première. Alors attends. Combien de temps dure l'amélioration après que tu aies opéré une otospongiose ? C'est pour la vie ou c'est pour 6 mois ? Alors, je pense ni l'un ni l'autre, c'est difficile de l'anticiper. En général, c'est ce qu'on dit aux patients, qu'au moins pour 10-15 ans, il sera tranquille. Après, il peut y avoir une évolution du foyer otospongieux qui, d'une part, dans de rares cas, vient bloquer le piston qu'on a mis en place, avec une réouverture d'urine. Donc on repasse dans la case surdité plutôt de transmission, et puis l'évolution naturelle de l'autospongiose qui finit par abîmer l'oreille interne avec au contraire une surdité de perception aggravative, là qui n'est pas réopérable. Alors sur ce dernier point, est-ce qu'on a une labyrinthisation systématique dans toutes les autospongioses, ou est-ce que c'est uniquement une fraction des cas? Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs? Non, alors je ne connais pas de facteurs prédictifs, mais clairement il y a des grosses variations d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui d'emblée rentrent dans la maladie avec une surdité de perception déjà très installée, à l'inverse des personnes qui ont purement transmissionnel. Et puis après, le problème, c'est que les patients prenant de l'âge, c'est difficile de faire la part des choses avec la presbyacousie naturelle, disons, de vraiment si c'est l'autospongiose elle-même qui a dégradé la partie oreille interne. Quand tu opères une patiente ou un patient d'une autosclérose, comment est-ce que tu définis la longueur du piston? Alors, ça, c'est de l'artisanat. Non, alors il y a des mesureurs qui existent, on a essayé de les utiliser, nous on n'est pas très à l'aise avec ça, c'est très difficile parce que vous êtes en fait finalement vertical, donc mesurer une longueur quand vous êtes au-dessus, c'est difficile, donc on a un peu nos petites habitudes comme on a vu, c'est-à-dire qu'on coupe le piston un peu à l'œil, et puis on vient, avant de faire la platinotomie, vérifier que la longueur s'ajuste correctement. Et dernière question, quand tu as opéré un patient bordelais, est-ce que ensuite on peut y aller franco pour faire une recherche de stapédien après une tympanoplastie de type 1, 2 et ou 3? Alors si c'est juste une ossiculoplastie classique,
Dans les 8 semaines qui suivent la chirurgie, nous on demande de rien mettre dans l'oreille et pas de pas faire de mesures. Ensuite, une fois que ça a bien cicatrisé, si la prothèse est stable, il n'y a pas de risque particulier. Par contre, évidemment, si vous n'avez plus d'étrier, on ne va pas enregistrer de réflexe tapédien, que ce soit dans l'autospongiose ou dans le type 3, il n'y a plus d'étrier, donc il n'y a rien qui va se déclencher. Les audioprothésistes, souvent, du coup, dans nos centres, on reçoit des patients qui ont vu le médecin ORL, il y a une autospongiose, le diagnostic est posé, et la personne vient se faire appareiller. Et du coup, bien souvent, le médecin dit vous revenez me voir dans 1 an, 2 ans, on fera le point, etc. C'est vrai que nous, audioprothésistes, on voit les patients du coup tous les 3 mois. Parfois, le temps passe, ils oublient de retourner voir le médecin ORL. À quel moment, nous, on doit dire, sur la base de l'audiogramme tonal, de la conduction osseuse, à quel moment on doit dire retournez voir votre médecin? Je pense que c'est avant tout. Les deux solutions sont tout à fait valables, que ce soit l'appareillage ou la chirurgie. Je pense que c'est avant tout ce que le patient dit, c'est-à-dire si son appareillage lui convient très bien et que le gain est satisfaisant et qu'il est bien comme ça, c'est pas la peine de le pousser. Si par contre on arrive un peu en bout de l'appareillage, il ne faut pas qu'il perde de vue qu'il y a d'autres solutions possibles comme la chirurgie et que dans ce cas-là, ils reviennent voir. Je ne pense pas qu'il y ait d'arbre vraiment établi, mais en tout cas, c'est une pathologie purement fonctionnelle qui ne met pas en danger autre chose que la fonction auditive, enfin, je veux dire, mécaniquement. Donc l'enjeu, il est là, c'est au bon moment dans la vie du patient, quel est le meilleur traitement pour lui en fonction des contraintes, des avantages, des risques de chacune des options, quoi. Et quand il y a une labyrinthisation, quand ça attaque du coup l'oreille interne, qu'on voit la CO qui baisse, etc. La chirurgie ne changera rien à ça, qu'il soit opéré ou pas. Si labyrinthisation il doit y avoir, elle y sera. On n'enrayera pas l'évolution naturelle d'autospongiose. On corrige juste la surdité de transmission au prix d'un risque faible mais réel d'abîmer l'audition dans de très rares cas.